Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Bonjour Christophe. Messieurs, bienvenue en 2022, une année qui commence fort avec une vague de Covid sans précédent, une démocratie américaine toujours aussi fragile, un an après l'assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump, des bruits de bottes russes à la frontière ukrainienne, une pression chinoise toujours plus forte sur Hong Kong et Taïwan, une crise majeure au Kazakhstan et une extrême droitisation très marquée du débat politique français. Des événements au présent qui dans 50 ou 100 ans seront pour certains des soubresauts de l'histoire enseignés ou pas dans les manuels scolaires. Mais comment sera raconté et surtout interprété ce qui, d'actualité, deviendra histoire ? Quel récit fera-t-on de ce réel que nous vivons ? Un réel parfois difficile à appréhender dans cette ère de la post-vérité, mal du siècle qui contamine le présent mais aussi le passé. Car on va le voir dans cet épisode du Monde Devant Soi, des voix ont décidé de ne plus s'embarrasser des faits quand il s'agit de revisiter les romans nationaux, de Vladimir Poutine à Xi Jinping, en passant par, plus près de chez nous, un certain Éric Zemmour. Alors pour commencer ce tour du monde du révisionnisme, direction Moscou avec la dissolution le 28 décembre de l'ONG russe Mémorial par la Cour suprême, une association de défense des droits de l'homme, gardienne de la mémoire des victimes du stalinisme et des crimes de l'Union soviétique. Messieurs, pour commencer, pouvez-vous nous rappeler qui était derrière cette ONG et pourquoi le pouvoir russe y est attaqué, Alain ? Ça commence en 1985-1986 lorsque Gorbatchev, le secrétaire général du Parti communiste d'Union soviétique, le patron de l'URSS, libère la parole et s'engage dans cette politique de relative transparence de la vie publique qui va complètement bouleverser la scène soviétique et même aboutir, in fine, au démantèlement, 5 ans plus tard, au démantèlement de l'Union soviétique. Alors, il y a relégué dans je ne sais quelle lointaine orientale russe le prix Nobel de la paix, Andreï Sakharov, immense physicien, et sa femme, Elena Bonner, dans un appartement misérable, dans un endroit où il n'y a pas de journaux, il y a à peine un médecin, et il est là. Il faut noter que François Mitterrand, lorsqu'il est président, lors de sa première visite en Union soviétique, donc c'était avant Gorbatchev même, lors du dîner officiel, va devant tout le monde, devant tous les membres du Politburo qui participent au dîner officiel, soulever le cas d'Andreï Sakharov et d'Elena Bonner. Il y a cette phase de transition et de relative libéralisation de la vie publique à Moscou grâce à Gorbatchev. Et ces deux personnages reviennent à Moscou, sont libérés, entre guillemets, ils quittent cette relégation. Et puis, avant même l'effondrement de l'Union soviétique, ils vont fonder cette ONG Mémorial parce qu'ils disent qu'il faut absolument préserver la mémoire de ce qu'a été le stalinisme et notamment les crimes du stalinisme que toute cette période-là, jusqu'à cette période-là, on a essayé d'étouffer, on a truqué, on a trafiqué afin que le stalinisme apparaisse comme une magnifique épopée patriote et qu'on ne conserve que cette grande épopée vers la victoire sur le nazisme, la construction du socialisme et de l'Union soviétique, etc. Il y a des centaines de milliers de victimes qui n'ont pas le droit de parler, dont on ne s'est jamais occupé, dont on n'a évidemment pas honoré la mémoire vivante ou morte. Il y a des films, on sait qu'il y a des films, il y a des documents d'État avec le nom des prisonniers, les condamnations, tout est enregistré. Et les gens de Mémorial disent il faut garder ça, c'est un des moments les plus noirs de la mémoire de notre pays, des millions de morts, des millions de déportés, et donc il faut conserver ça. Ce faisant, ils imposaient aussi, et ce sera la création un peu plus tard d'une organisation, d'une filiale, si vous voulez, de Mémorial, ils imposaient aussi l'accès aux archives, la défense des libertés publiques, et donc une plus grande démocratisation actuelle, la défense des droits de l'homme dans le temps présent. Alors voilà qui étaient Andreï Sakharov et Elena Bonner. Mais dans cette décision de la Cour suprême russe, qu'est-ce qui est attaqué ? C'est le travail de mémoire de l'ONG ou est-ce que c'est justement le travail de libéralisation et de défense des droits de l'homme ?
Les deux, parce que dans l'esprit de Vladimir Poutine, il faut toujours se souvenir qu'il décrit la fin de l'URSS comme la plus grande catastrophe stratégique que les Russes aient eu à subir, et donc tout son effort, c'est évidemment d'effacer au fond cette période. Il a d'abord procédé subrepticement, de plus en plus clairement, par une sorte de réhabilitation de Staline, en essayant de faire une sorte de communion autour de la commémoration de la victoire sur le nazisme, en parlant maintenant de la Grande Guerre patriotique, et montrer qu'au fond, les vainqueurs décisifs face au nazisme ne sont pas les Américains, ce sont les Russes, et c'est plus précisément l'Union soviétique. Donc réhabilitation de Staline par ce biais. Et de cette réhabilitation, on est passé à l'interdiction de mettre en cause Staline, et donc on a l'interdiction, donc le retour en arrière par rapport à un parti communiste qui auparavant interdisait justement la mémoire, interdisait notamment le travail qui sera celui de Mémorial. Puis il y avait eu la déstalinisation, il y avait eu les ouvertures, la déstalinisation, un congrès du Parti communiste fameux qui ouvre les vannes. Et donc, c'est un retour en arrière et il procède par interdiction. Mais c'est consubstantiellement lié, j'allais dire, à la nature du régime qu'il impose à la Russie. C'est très lié à l'autoritarisme de Poutine, qui considère que pour légitimer son attitude et légitimer son pouvoir, il faut faire référence à une histoire et à une continuité historique qui n'est pas la réalité, de fait. Et donc, c'est à cela qu'on a affaire aujourd'hui. En même temps, vous noterez qu'au-delà de ça, il y a toute une thématique sur les populations russophones, qu'il s'agit de réagréger à la Russie. Donc là, on revient vers ce qu'a été l'empire stalinien, ainsi de suite. Donc tout ça est assez cohérent dans la tête de Vladimir Poutine. Et c'est une réécriture maintenant de l'histoire. Et donc Mémorial est victime du fait qu'ils étaient les gardiens de cette mémoire soviétique, de cette mémoire des crimes du stalinisme, de cette mémoire du goulag, etc. Donc c'est leur travail qu'il faut interdire. Et par ailleurs, comme c'est aussi une ONG qui défendait les libertés, on voit bien que les libertés n'ont plus vraiment de place dans la Russie de Poutine. Il ne faut jamais oublier, vous mentionniez la Cour suprême, une décision de la Cour suprême d'interdire Mémorial, la partie historique de l'ONG, mais aussi Mémorial, la partie défense des droits de l'homme aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que la Cour suprême, elle n'est pas saisie par des particuliers dans cette histoire. La Cour suprême, elle intervient en élément de justice de dernier recours à la demande du parquet de la Russie. Le parquet, c'est Poutine. C'est Poutine qui demande cela. Et naturellement, la présidente de la Cour suprême, elle obéit à Poutine. Et je vais vous lire la phrase du parquet qui, en termes juridiques, dit ce que vient d'expliquer Jean-Marie. Ouvrez les guillemets. Le parquet réclame l'interdiction. Pourquoi ? Parce que votre travail nous conduit à nous repentir pour des moments de notre passé soviétique au lieu de nous souvenir de la glorieuse histoire de l'URSS. Voilà le chef d'inculpation qui a été retenu par la Cour suprême pour interdire Mémorial. Et est-ce qu'on connaît le sentiment de la population russe par rapport à ce passé qui est celui de l'Union soviétique ? Est-ce qu'ils sont dupes de la manœuvre de Poutine ? Est-ce qu'il y a une conscience des crimes du stalinisme ? Est-ce que c'est quelque chose dont on peut parler librement ? Est-ce que, par exemple, les universitaires peuvent travailler sur ça ? Mémorial était très populaire. J'en parle au passé, Mémorial était très populaire dans toute une partie de la population russe, d'après c'est ce que j'ai lu dans les reportages de Moscou et dans ce que disent eux-mêmes les Russes. Mais pour autant, il y a une sorte de grande passivité, semble-t-il. Alors passivité, c'est facile à dire à Paris, mais au fil des ans, le régime est devenu de plus en plus tyrannique et dictatorial, et plus personne n'ose descendre dans la rue. Il y a quelques dizaines de personnes qui sont descendues dans la rue, mais pas plus, le jour du jugement, mais pas plus. Et donc il y a à la fois une grande popularité de Mémorial, c'est-à-dire que quand on fait du micro-trottoir, en Russie les gens disent du bien de Mémorial, mais une grande passivité à la suite de la décision des autorités. Oui, puis il faut rappeler aussi ce que sont devenus les Navalny et les siens. Je veux dire, il est quand même croupit dans une prison et les manifestations qui avaient eu lieu pour sa défense se sont traduites aussi par beaucoup d'arrestations,
Donc c'est une main de fer vraiment qui règne maintenant en Russie. Jusqu'à quand, c'est difficile à deviner ou à dire. Est-ce qu'il y a vraiment des zones de la Russie ou bien des fractions de la population russe qui peuvent à un moment ou un autre se mettre en mouvement? Pour le moment, on n'en prend pas le chemin. Vladimir Poutine n'est pas le seul à réécrire l'histoire. Début novembre, on vous en parlait dans Le Monde devant soi, c'est Xi Jinping qui réécrivait l'histoire du Parti communiste cette fois pour s'y faire une place en majesté. Est-ce que ces falsifications du passé, c'est quelque chose qui est propre aux régimes autoritaires, illibéraux ou totalitaires? Oui, il y a une volonté pour contrôler le présent, de contrôler le passé. Je peux vous citer une phrase de George Orwell dans son livre fameux sur la mécanique totalitaire, 1984, que ce grand écrivain anglais écrit à la fin des années 40, et dit « Qui contrôle le passé contrôle le futur ». Et qui finit en disant « Qui contrôle le présent contrôle le passé ». Voilà la mécanique qui se met en place avec les régimes autoritaires à Moscou, en Chine. Il y a même des exemples très récents avec ce qui s'est passé à Hong Kong, par exemple. Vous saviez qu'à la fin du mois de décembre, le 24 ou le 25 décembre, il y avait à Hong Kong une statue qui était dans le hall de la plus grande université de Hong Kong, l'université de Hong Kong, et il y avait une statue qu'on appelait le pilier de la honte, de 8 mètres, dû à un artiste danois qui ornait l'entrée de l'université et qui était le pilier de la honte. C'était un monument à la mémoire de tous les gens inconnus ou connus qui ont été tués lors de la répression des manifestations pro-démocratie qui ont eu lieu au cœur de Pékin le 4 juin 1989 sur la place Tiananmen où l'armée est intervenue et a ouvert le feu sur des centaines de milliers de gens qui étaient là sur cette place gigantesque. Notamment des étudiants. Mais il y a deux phases. Les régimes autoritaires interdisent. Ils interdisent parce qu'ils veulent imposer une certaine vision de l'histoire qui sert évidemment leur légitimité du moment, parce que ce ne sont pas non plus des régimes éternels, même si ils perdurent. Et puis il y a une autre façon de faire qui est aussi purement et simplement d'instrumentaliser. On n'a pas besoin d'être un régime autoritaire, on peut être un régime, j'allais dire, national-populiste. Je pense par exemple à la Pologne, qui, par voie légale, législative plus exactement, tente à interdire, là aussi malgré tout, que l'on évoque la Shoah à travers des crimes polonais. Non, la Shoah, c'est exclusivement des crimes allemands, d'après les nouvelles lois polonaises. Alors, la Pologne n'est pas un régime autoritaire en soi, mais c'est un régime contrôlé pour le moment par une majorité nationale populiste. Et cette majorité, elle explique aussi que elle se sert aussi de l'histoire parce qu'elle explique son ultranationalisme par le fait que l'Union européenne serait potentiellement un quatrième Reich, c'est-à-dire un instrument aux mains de l'Allemagne pour imposer un quatrième Reich nazi, ce qui est une absurdité absolument grotesque, mais qui montre bien que aussi de ce côté-là aussi, on peut instrumentaliser l'histoire à des fins de pure politique immédiate et de politique intérieure. Donc il y a une sorte de gradation. Et puis cette gradation, elle peut être un peu présente un peu partout, parce que, j'allais dire, les contemporains se préoccupent toujours de leur propre réécriture de l'histoire, de fait. Le problème, c'est quand on veut imposer une écriture plutôt qu'une autre. Et donc on veut imposer en Pologne une certaine vision de l'Allemagne, qui est non seulement absurde, mais qui est le contraire de la vision qu'avait le gouvernement précédent polonais. Le ministre des Affaires étrangères, il y a 10 ans en Pologne, s'appelait Sikorski. Il avait fait un grand discours où il demandait que l'Allemagne s'implique davantage dans les stratégies, notamment de défense de l'Europe et ainsi de suite. Probablement une autre majorité viendra en Pologne qui rétablira sans doute les choses. Ça, c'est toute la différence avec les régimes autoritaires. Il y a une voix en France qui pense pas comme vous, qui estime que les démocraties réécrivent elles aussi l'histoire, et parmi ces voix, celle d'Éric Zemmour, par exemple, qui se plaint de ce qu'on peut trouver dans les manuels d'histoire. Éric Zemmour qui lui-même est atteint de ce mal révisionniste, parce que comment comprendre qu'il arrive à réhabiliter le maréchal Pétain tout en se réclamant du gaullisme? Quand il fait ça, lui aussi, il a une démarche révisionniste. Mais il faut revenir à la citation d'Alain tout à l'heure, la citation de la présidente de la Cour suprême russe, parce qu'elle définit très exactement la démarche de Zemmour.
C'est très exactement cela. Vous voulez vous repentir de ce qui serait l'histoire mettons, de la Shoah, plutôt que de glorifier l'épopée française. Et donc, s'il y a une épopée française, forcément, le maréchal Pétain en fait partie. Et le maréchal Pétain, non, il a quand même protégé des Juifs français. En fait, il faut bien voir que, pour Éric Zemmour, cette façon de voir et d'imposer une vision de l'histoire qui est fausse, puisque on a récemment montré des preuves que le statut des Juifs en France avait été annoté de la main du maréchal Pétain, non seulement annoté, mais aggravé par la plume même du maréchal Pétain. Donc il n'y a pas de discussion sur les faits historiques là-dessus. Simplement, lui, ce qu'il cherche, c'est à légitimer sa démarche d'aujourd'hui qui est « je veux expulser les étrangers », enfin les immigrés étrangers. Et donc, de dire, mais dans notre histoire, eh bien, on a protégé les Juifs français, mais on s'est débarrassé des Juifs étrangers, c'est une façon aussi de légitimer sa démarche d'aujourd'hui. On a affaire à cela. C'est, encore une fois, il pourrait prendre la place de la présidente de la Cour suprême russe parce qu'il s'exprime de la même façon. C'est une manière aussi de formater les esprits. Donc il s'agit de nettoyer la mémoire pour construire une épopée sans tâche. Et donc pour construire une épopée sans tâche, dans le cas de Zemmour, il faut réconcilier l'extrême droite et la droite. Parce que si on n'arrive pas à les réconcilier, pense-t-il du moins, la droite n'arrivera jamais durablement au pouvoir, et surtout pour faire ce qu'il entend qu'elle fasse, c'est-à-dire chasser 2 millions de personnes du pays, ce qui suppose, le dit-il avec honnêteté d'ailleurs, de revenir sur un certain nombre de garanties constitutionnelles. Bon, ça s'appelle l'état d'exception, ou comme vous voulez, mais ça revient à ça aussi. Et donc il faut enfin réunir. Et il dit, pour refaire l'union des droites, eh bien, il faut absolument absoudre Pétain. Parce que c'est là, la ligne de fracture dans la droite, c'est De Gaulle qui l'introduit. De Gaulle qui l'introduit, d'ailleurs, avec lui aussi un récit sur ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui comporte une part de mythe, qui comporte aussi sa partie mythique. C'est pour ça qu'il faut arriver à faire l'union des droites. Et pour faire l'union des droites, il faut nous dédouaner de Pétain et de notre comportement pendant l'occupation. Il ne faut pas regarder cette histoire pour ce qu'elle est. Il faut donc la réécrire. Il faut la réécrire. Je vais vous citer une phrase. Avec une apparence de paix, la France est en guerre civile. L'envahissement de notre territoire et de notre sang par des éléments étrangers qui aspirent à soumettre les éléments nationaux. Voilà notre situation. C'est ce qu'écrivait Maurice Barrès en 1900. On aurait pu croire que c'était du Zemmour en 2000. C'est ce qu'écrit Maurice Barrès en 1900. À l'époque, il visait les Juifs, d'ailleurs, et non pas, comme aujourd'hui, une autre catégorie de la population française. Voilà à quoi sert le nettoyage ou la manipulation de la mémoire. Alors que la véritable démocratie doit avoir la force, sans être pour autant dans la repentance, puisque l'histoire se réécrit sans cesse, et c'est très bien comme ça, mais sans être dans la repentance, ça doit être de regarder notre histoire pour ce qu'elle a été, et non pas pour ce que nous souhaitons qu'elle ait été à des fins contemporaines. Et pour compléter le tableau de ce que professe Éric Zemmour, il faut rappeler que pour lui, le criminel, ça n'est pas Pétain, c'est Jacques Chirac, dans son discours du Veldiv, quand il admet la responsabilité de la France dans une partie de la Shoah, évidemment. Et donc, pour lui, c'est Jacques Chirac le criminel et non le maréchal Pétain. Donc, on voit bien à quelles absurdités on arrive, mais tout ça est relié à un projet politique que vient de rappeler et d'écrire Alain. Mais il est très difficile de lutter contre l'instrumentalisation de l'histoire à des fins politiques ou des fins électoralistes, comme on vient de le voir. Comment on peut faire pour éviter ça? Parce que finalement, on n'entend pas tant que ça les universitaires. Les gens ne vont pas lire d'ouvrages ou de cours bien précis. Il y a quelque chose qui a été mis en place, ce sont les lois mémorielles, comme la loi Guesso, qui a été votée dans les années 90, et qui empêche par exemple de remettre en cause l'existence de la Shoah. Est-ce que ce genre de loi, c'est un dispositif qui peut être utile, qui est souhaitable, ou qui au contraire peut donner à ceux qui veulent instrumentaliser l'histoire une position de martyr? C'est très difficile de répondre à cette question. On peut aussi, c'est sur la base d'un certain nombre de ces lois que le même Zemmour a été condamné. Donc on non plus ne pas oublier qu'une société normalement constituée, elle fonctionne aussi avec des interdits. Globalement, la société fonctionne avec l'interdit de l'inceste. Bon, elle doit fonctionner aussi, me semble-t-il, avec l'interdit du racisme.
ou de l'antisémitisme, les deux étant d'ailleurs étroitement liés toujours dans l'histoire. Voilà, sur cette base-là, on peut comprendre qu'à certains moments, il faille en effet légiférer pour pouvoir punir là où on doit punir, pour éviter de se laisser embarquer dans des aventures meurtrières, parce que c'est toujours comme cela que ça finit, ces aventures ultranationalistes et autres. À d'autres moments, on peut considérer que c'est pas aux législateurs ou aux politiques du moment d'enfermer l'histoire ou de la codifier parce qu'à ce moment-là, on peut tomber dans des travers qui sont ceux en effet, des régimes autoritaires qui veulent imposer une certaine vision de l'histoire. Donc c'est une question compliquée et qui fluctue en fonction des différents moments. S'agissant du moment de la loi Guesso, elle est toujours utile, je pense. Et d'ailleurs, je pense qu'un Zemmour aspire à la supprimer, donc c'est une bonne raison de la préserver. Les lois mémorielles sont souvent critiquées par les historiens, parce qu'ils considèrent que ce n'est pas à l'Assemblée nationale, ou pire encore, par un règlement, au pouvoir exécutif, à dire l'histoire, mais que c'est aux historiens à dire l'histoire, que ce n'est pas forcément une science exacte, mais que c'est une science quand même qui a ses règles de sources, de documentation. Voilà, alors à l'opposé des lois mémorielles, vous avez l'interdiction de toute cérémonie mémorielle. Ce qu'il y a en Chine, interdit de se réunir pour se souvenir, pour rendre hommage aux gens qui ont été massacrés sur la place Tiananmen en juin 89. Interdiction de conserver à l'entrée de l'université cette statue qu'on appelait le pilier de la honte et qu'ils sont venus, pendant la nuit, la dernière semaine de décembre, démanteler discrètement en catimini pour ne pas qu'elle serve à entretenir une mémoire. Et donc on réécrit l'histoire, là encore, à des fins de manipulation du présent. Une dernière question pour finir. Est-ce que nous sommes les mieux placés pour parler de notre propre histoire ? Je vous demande ça parce que finalement, tout ce qui est autour du récit de la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale, toutes ces années, finalement, s'il n'y avait pas eu l'historien Robert Paxton, un historien américain, peut-être qu'on n'aurait pas eu cette vision aussi claire sur les choses. Oui, il y a eu auparavant Le Chagrin et la Pitié, qui était un film qui a marqué les esprits parce qu'il revenait un petit peu contre le mythe gaulliste, justement, d'une France qui aurait été... pas majoritairement, mais presque résistante, alors que en fait la réalité était beaucoup plus complexe. Ça me fait penser que les générations aussi ont leur propre vision. Par exemple, s'agissant de la vie professionnelle que j'ai traversée, quand j'arrive au Monde, est en place à la tête du journal une génération qui a été soit prisonnière. S'agissant du directeur de l'époque, Jacques Fauvet, il avait été pendant toute la durée de la guerre prisonnier, ou bien résistant, ou bien pas résistant du tout, et issu d'un journal qui s'appelait Le Temps, qui était un journal qui avait terminé pas si éloigné que ça de la collaboration. Mais c'est une génération qui avait vécu, lorsque De Gaulle est revenu, que la victoire était là, que De Gaulle a reconstruit au fond, a permis à la France de rester la France, parce que il faut jamais oublier que le projet des autorités américaines, s'agissant de la France, parce qu'ils n'avaient pas confiance en De Gaulle, ils le soupçonnaient d'être une sorte d'apprenti dictateur, était de transformer la France en zone d'occupation, un petit peu comme l'Allemagne. Et la France n'a pu rester la France que parce que De Gaulle a, au fond, choisi d'oublier, et choisi la phase d'épuration a été assez brève et n'a pas été monstrueusement implacable ou injuste. Et donc il a choisi au fond de réconcilier à partir de l'oubli. Et donc cette génération-là qui était à la tête du journal avait conscience de cela, savait cela et savait que, comme le disait François Mitterrand si bien, l'univers n'était pas à l'époque noir ou blanc, mais il pouvait être gris, et majoritairement gris. Les générations qui ont suivi, dont la mienne, mais surtout les plus jeunes que la mienne, ont redécouvert en quelque sorte cette période en jugeant que être gris, c'était pas être du bon côté, et qu'il fallait impérativement, pour être du bon côté, dénoncer ceux qui avaient si peu que ce soit, notamment François Mitterrand, fait du chemin avec le maréchalisme, avec le pétainisme, voire même parfois avec le lavalisme. Sauf que François Mitterrand, il a été authentiquement pétainiste, maréchaliste, et d'ailleurs une valeur montante presque du pétainisme. Et puis il est devenu résistant, mais il est devenu ensuite authentiquement résistant. Il y avait pour cette jeune génération une difficulté à justifier ce qui avait été au fond l'élément principal de la reconstruction par De Gaulle d'un pays qui reste la France,
sur une part d'oubli. Donc, vous voyez, chaque génération, au fond, se réapproprie une part d'histoire. Aujourd'hui, on a un problème, évidemment, avec la guerre d'Algérie et le colonialisme, avec deux camps, ceux qui considèrent qu'il ne faut jamais se repentir parce qu'il faut tout envelopper d'une épopée française qui serait à sens unique et qui serait sans tâche, en quelque sorte, parce que, voilà, l'épopée, la grandeur, quand est-ce qu'on la date ? Est-ce qu'on la date de la révocation de l'édit de Nantes ? C'est glorieux, la révocation de l'édit de Nantes. Est-ce qu'on peut même la dater de la Saint-Barthélemy aussi ? C'est quelque chose qui fonde aussi, quelque chose dont on doit s'enorgueillir. Est-ce que c'est 1763, la première grande défaite française qui, au fond, marquera le siècle suivant et qui installe la Grande-Bretagne comme l'hyperpuissance de l'époque. Et c'est donc 1815, notre gloire passée, c'est 1870, c'est juin 40, et ainsi de suite. Voilà, il faut laisser les historiens écrire l'histoire. Merci Jean-Marie, merci Alain pour ce premier épisode de 2022 du Monde devant soi. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans Le Monde et sur lemonde.fr. Jean-Marie, je rappelle votre participation chaque jeudi aussi à l'émission Politique sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Merci Christophe. Retrouvez Le Monde devant soi chaque vendredi sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée.